Tandis que l'œuvre kafkaïenne doit se refuser à transcender le mythe, elle rend connaissable en lui le contexte d'aveuglement de la société par le comment, le langage. Pour son récit, l'absurdité va autant de soi qu'elle est devenue évidente pour la société. Sont socialement muets les produits qui réalisent leur il faut en restituant tel quel de même l'élément social dont ils traitent et en se faisant une gloire de refléter ce changement de sujet avec la seconde nature. Le sujet artistique en soi est social, non pas privé. Il ne devient en aucun cas social par la collectivisation forcée ou par le choix du sujet. À l'époque de son collectivisme répressif, l'art a la force de résister à la majorité compacte devenue critère de la chose et vérité sociale, en celui qui produit inconnu et solitaire, sans que soient exclues par ailleurs des formes de production collective, telles les ateliers de composition projetés par Schoenberg. En se comportant toujours négativement dans sa production en fonction d'une immédiateté qui lui est propre, l'artiste obéit sans le savoir à quelque chose de socialement universel. Dans toute correction réussie apparaît le sujet global qui n'est pas encore réussi. Les catégories d'une objectivité artistique se situent par l'émancipation sociale, là où la chose se libère de la convention et des contrôles sociaux par l'effet de son propre élan. Les œuvres n'ont pas le droit ici de s'en tenir comme le classicisme à une universalité vague et abstraite. Elles ont pour condition la scission et par là même le stade concret et historique de ce qui leur est hétérogène. Leur vérité sociale tient au fait qu'elles s'ouvrent à ce contenu, celui-ci devient le contenu qu'elles se constituent de la même manière. Leur loi formelle n'efface pas la scission, mais en exigeant de la structurer, elle en fait sa propre chose. Aussi profonde et obscure que soit la part de la science dans le déploiement des forces productives esthétiques, aussi profonde et directe que soit la pénétration de la société dans l'art, grâce aux méthodes héritées de la science, la production artistique, pour toutes ces raisons, et serait-elle production d'un constructivisme intégral, n'en devient pas plus scientifique pour autant. Toutes les découvertes scientifiques perdent dans l'art leur caractère de littéralité. On pourrait le remarquer dans la modification des lois de la perspective en peinture ou dans les rapports naturels des sons harmoniques. Quand l'art, intimidé par la technique, s'efforce de lui conserver une petite place, en annonçant sa propre conversion en science, il méconnaît la valeur qu'occupent les sciences par leur situation à l'intérieur de la réalité empirique. D'un autre côté, il n'y a pas lieu, comme aimait à le faire l'irrationalisme, de faire jouer le principe esthétique comme sacro-saint contre les sciences. L'art n'est pas un complément culturel facultatif de la science, mais est lié critiquement à elle. Ce qu'on peut par exemple reprocher aux sciences humaines actuelles comme étant leur insuffisance immanente, leur manque d'esprit, et presque constamment en même temps un manque de sens esthétique. Ce n'est pas sans raison que la science reconnue s'irrite quand ne cesse de s'agiter dans son horizon ce qu'elle attribue à l'art pour rester en paix à l'intérieur de son domaine d'activité. Le fait que l'un sache écrire le rend scientifiquement suspect. La grossièreté de la pensée et l'incapacité à différencier à l'intérieur de la chose, et la différenciation est autant une catégorie esthétique qu'une catégorie de la connaissance. Il ne faut pas confondre la science et l'art, mais les catégories qui valent pour l'une et pour l'autre ne sont absolument pas différentes, Inversement, la conscience conformiste, impuissante à distinguer les deux, ne veut pas reconnaître que des forces identiques agissent dans des sphères non identiques. La même chose s'applique autant à la morale. La brutalité envers les choses est potentiellement une brutalité envers les hommes. Le brut noyau subjectif du mal est a priori nié par l'art auquel l'idéal de complète structuration est irréductible. C'est cela et non pas la promulgation de thèses morales ou l'obtention d'un effet moral qui constitue la participation de l'art à la morale et l'associe à une société plus digne des hommes. L'art comme comportement. Les luttes sociales et les rapports de classe s'impriment dans la structure des œuvres d'art. Les positions politiques qu'adoptent d'elles-mêmes les œuvres sont en revanche des épiphénomènes. Le plus souvent aux dépens de l'élaboration complète des œuvres d'art qui finalement font tort ainsi à leur contenu social de vérité. On fait peu de choses avec des opinions politiques. On discutera sur le fait de savoir dans quelle mesure la tragédie antique, y compris celle d'Euripide,
prit fin dans les violents conflits sociaux de l'époque. Cependant, l'orientation de la forme tragique vis-à-vis des sujets mythiques, la dissolution du poids du destin et la naissance de la subjectivité témoignent autant de l'émancipation sociale des rapports familiaux féodaux que dans la collision entre la loi mythique et la subjectivité de l'antagonisme entre la domination liée étroitement au destin et l'humanité qui s'éveille pour atteindre sa maturité. Le fait que la tendance historico-philosophique comme l'antagonisme soit devenu des a priori formels au lieu d'être traité comme de simples sujets confère à la tragédie sa substantialité sociale. La société y apparaît d'une manière d'autant plus authentique qu'elle y est moins recherchée. L'esprit de parti, qui n'est pas moins la vertu des œuvres d'art que celle des hommes, vit dans la profondeur dans laquelle les antinomies sociales deviennent une dialectique des formes. En les amenant au langage par la synthèse de l'œuvre, les artistes assument leur responsabilité sociale. Même Lukács fut à la fin de sa vie contraint à de telles considérations. La structuration qui articule les contradictions muettes et implicites possède par elle-même les traits d'une praxis qui ne se contente pas de fuir devant la praxis réelle. Elle suffit au concept d'art lui-même en tant que celui-ci est un comportement. Elle est une forme de praxis et n'a pas à se faire pardonner le fait qu'elle n'agit pas directement, même si elle le voulait, elle en serait incapable, car l'effet politique même de la praxis qu'on y engagée est hautement incertain. Les points de vue sociaux des artistes peuvent avoir leur fonction en faisant irruption dans la conscience conformiste, mais ils régressent dans le déploiement des œuvres. Le fait que Mozart ait, à la mort de Voltaire, exprimé des opinions détestables ne renseigne aucunement sur le contenu de vérité de son œuvre. À l'époque de leur apparition, on ne peut pas, à dire vrai, faire abstraction de ce que veulent dire les œuvres d'art. Celui qui apprécie Brecht à cause de ses mérites artistiques est aussi loin du compte que celui qui juge de son importance en fonction des thèses qu'il affirme. L'immanence de la société dans l'œuvre est le rapport social essentiel de l'art, non pas l'immanence de l'art dans la société. C'est parce que le contenu social de l'art n'est pas établi extérieurement de son principium individuationis, mais est inhérent à l'individuation elle-même, élément social, que son essence sociale est masquée à l'art et ne peut être saisie que par son interprétation. Idéologie et vérité. Cependant, le contenu de vérité peut s'affirmer même dans les œuvres d'art très profondément liées à l'idéologie. L'idéologie en tant qu'apparence socialement nécessaire et dans cette nécessité également la forme discordante du vrai. Le fait que l'esthétique réfléchisse la critique sociale de l'élément idéologique des œuvres d'art au lieu de l'annoncer constitue le seuil de sa conscience sociale vis-à-vis du pédantisme. Stifter fournit le modèle d'un contenu de vérité d'une œuvre totalement idéologique dans ses intentions. Sont idéologiques non seulement les sujets choisis dans un esprit conservateur et restaurateur ainsi que le fabula docet, mais également l'aspect formel objectiviste qui suggère une réalité empirique micrologiquement tendre, une vie profondément authentique qui se prête à la narration. C'est pourquoi Stifter devint l'idole d'une bourgeoisie qui se voulait noble dans sa nostalgie du passé. Les couches sociales qui lui conférèrent sa popularité quasi ésotérique s'écaillent. On n'a cependant pas dit le dernier mot à son sujet, car son esprit de réconciliation, de conciliation, surtout vers la fin de sa vie, sont exagérés. L'objectivité se fige en masque et la vie invoquée devient un rituel repoussant. À travers l'excentricité du juste milieu se reflète la souffrance, quote et ni renié, du sujet aliéné, ainsi que le caractère non réconcilié de la situation. La lumière qui se répand sur la prose de sa maturité est pâle et livide, comme si elle était allergique au bonheur des couleurs. Elle se réduit en quelque sorte à une esquisse par l'exclusion des éléments de désordre et de rébellion, d'une réalité sociale aussi incompatible avec l'opinion politique de l'auteur qu'avec l'a priori épique qu'il prit chez Goethe et auquel il se cramponna. Ce qui, par la discrépance entre la forme de cette prose et la société déjà capitaliste, se produit contre sa volonté, échoue son expression. La surtension idéologique confère indirectement à l'œuvre son contenu de vérité non idéologique, sa supériorité sur toute la littérature consolatrice et la supériorité typiquement provinciale. Elle lui octroie également cette qualité authentique que Nietzsche admirait. Il est d'ailleurs l'exemple du
peu de ressemblance entre l'intention poétique et même entre le sens immédiatement incarné et représenté par l'œuvre d'art et son contenu objectif. Le contenu est véritablement chez lui la négation du sens, mais n'existerait pas sans que celui-ci ne soit supposé par l'œuvre d'art et ensuite supprimé par la propre complexion de l'œuvre. L'affirmation devient le chiffre du désespoir et la plus pure négativité du contenu contient, comme chez Stifter, un soupçon d'affirmation. L'éclat qui irradie aujourd'hui les œuvres qui interdisent toute affirmation et l'apparition de l'ineffable affirmatif, de l'ascension de non-étant comme s'il était quand même, sa prétention à être efface dans l'apparence esthétique ce qui n'est pas, mais devient par le fait qu'il apparaît comme promesse. La constellation de l'étant et du non-étant est la figure utopique de l'art. Tandis qu'il est réduit à la négativité absolue, il n'est pas en vertu même de cette négativité quelque chose d'absolument négatif. L'essence antinomique du résidu affirmatif ne se communique pas aux œuvres d'art dans leur position par rapport à l'étang en tant que société, mais de manière immanente en voilant celle-ci de pénombre. Aucune beauté ne peut aujourd'hui éluder la question de savoir si elle est encore belle ou si elle n'est pas captée par une affirmation sans procès. La répugnance à l'égard des arts appliqués dérivés est essentiellement la mauvaise conscience de l'art qui s'éveille à la résonance d'un accord ou à la vue d'une couleur. La critique sociale de l'art n'a pas besoin de cerner celui-ci d'abord de l'extérieur, elle provient des formations intra-esthétiques. La sensibilité accrue du sens esthétique se rapproche asymptotiquement de l'intolérance socialement motivée envers l'art. L'idéologie et la vérité de l'art ne se comportent pas comme chien et chat. L'art ne possède pas l'une sans l'autre, et cette réciprocité conduit elle-même aussi bien à un abus idéologique qu'elle encourage à une exécution sommaire dans le style coupe franche. Il n'y a qu'un pas de l'utopie de l'être identique à soi-même, des œuvres d'art à la puanteur des roses célestes, que l'art, comme les femmes de la tirade de Schiller, répondrait ici-bas. Plus la société se transforme sans vergogne en cette totalité dans laquelle, comme pour tout, elle assigne même à l'art sa valeur par rapport à sa position dans le tout, et plus l'art se polarise complètement en idéologie et en protestation. Cette polarisation ne fait guère à son avantage, ne se fait guère à son avantage. La protestation absolue le limite et tourne autour de sa raison d'être. L'idéologie se réduit en une copie lamentable et autoritaire de la réalité. Culpabilité. Dans la culture ressuscitée après la catastrophe, l'art accepte totalement par sa simple existence, avant tout sujet et contenu, un élément idéologique. Sa disproportion par rapport à l'horreur passée et menaçante le condamne au cynisme. Il découle de lui-même lorsqu'il s'y oppose. Son objectivation implique la froideur vis-à-vis de la réalité. Cela le dégrade en complice de la même barbarie dans laquelle il ne tombe pas moins lorsqu'il appuie l'objectivation et y prend part directement, même si c'est par un engagement polémique. Aujourd'hui, toute œuvre d'art, même l'œuvre radicale, possède un aspect conservateur. Son existence sert à renforcer les sphères de l'esprit et de la culture dont l'impuissance réelle et la complicité avec le principe du malheur apparaissent à nu. Mais cet élément conservateur, plus fort contre la poussée de l'intégration sociale dans les œuvres les plus avancées que dans les œuvres modérées, n'est pas seulement digne de disparaître. Ce n'est que dans la mesure où l'esprit survit et continue de se manifester dans sa forme la plus progressiste que la résistance contre la toute-puissance de la totalité sociale est vraiment possible. Une humanité dans laquelle l'esprit progressiste ne parviendrait pas à maîtriser ce qu'elle s'apprête à liquider, sombrerait dans cette barbarie qui doit empêcher une organisation raisonnable de la société. Même toléré dans le monde administré, l'art représente ce qui ne laisse pas organiser et ce qu'opprime l'organisation totale. Les nouveaux tyrans grecs savaient pourquoi ils interdisaient les pièces de Beckett, dans lesquelles ne se trouve pourtant aucun terme politique. La socialité devient la légitimation sociale de l'art. Au nom de la réconciliation, les œuvres authentiques sont obligées de supprimer toute trace de souvenir de réconciliation. Néanmoins, l'unité à laquelle n'échappe pas même la dissociation ne pourrait exister sans l'ancienne réconciliation.
Les œuvres d'art sont a priori socialement coupables, alors que chacune qui mérite son nom s'efforce d'expier sa faute. Elles ont la possibilité de survivre en ce que leur effort vers la synthèse traduit un caractère non réconciliable. Sans la synthèse qui confronte l'œuvre d'art en tant qu'œuvre autonome avec la réalité, il n'y aurait rien en dehors de l'emprise de cette réalité. Le principe de la séparation de l'esprit qui diffuse cette emprise autour de soi est aussi le principe qui le rompt en le déterminant. De la réception de l'art avancé, il est évident que chez les ennemis de l'art moderne, jusqu'à Emil Steiger, la tendance nominaliste de l'art au point extrême de la suppression des catégories d'ordre fixé possède des implications sociales. Leur sympathie pour ce qui dans leur langage s'appelle le modèle est directement une sympathie pour la régression sociale et surtout sexuelle. Le lien de l'attitude socialement réactionnaire avec la haine envers le modernisme artistique qu'éclaire l'analyse du caractère soumis à l'autorité s'alimente à partir de la propagande fasciste ancienne et nouvelle et se confirme également par la recherche sociale empirique. La rage contre la prétendue destruction des biens culturels sacro-saints et auxquels précisément pour cette raison personne ne s'intéresse plus sert de couverture au désir réellement destructeur de ceux qui s'indignent. Pour la conscience dominante, souhaiter autre chose serait une attitude toujours chaotique parce que s'écartant de la réalité figée. Ceux qui tempêtent le plus violemment contre l'anarchie de l'art moderne, qui ne remontent pas si loin, sont régulièrement ceux qui, par des erreurs grossières au niveau le plus simple de l'information, se convainquent de l'ignorance de ce qu'ils haïssent. Ils sont également rebelles à tout argument du fait qu'ils n'ont absolument pas envie de faire l'expérience de ce qu'ils ont décidé de rejeter a priori. La division du travail est incontestablement complice de tout cela. Le profane ne comprend pas plus la peinture ou la musique moderne très complexe que le non-spécialiste ne saisit les récents développements de la physique nucléaire. Mais tandis que par confiance dans cette rationalité en principe applicable par chacun, qui conduit aux plus récents théorèmes de la physique, on s'accommode de son intelligibilité, on la confie dans l'art moderne d'arbitraire schizoïde, bien que l'élément esthétiquement incompréhensible ne puisse pas plus être éliminé de l'expérience de l'ésotérisme scientifique. L'art ne pourrait vraiment réaliser son universalité humaine qu'à travers une division rigoureuse du travail, tout le reste est fausse conscience. Les œuvres de qualité, en tant qu'elles sont totalement formées, sont objectivement moins chaotiques qu'un nombre important d'œuvres possédant une façade ordonnée, tout juste plaquée sur elles, tandis que par en dessous leur structure se désagrège. Rares sont ceux que cela dérange. Le caractère bourgeois tend profondément à s'en tenir à la médiocrité au détriment d'une compréhension meilleure. C'est l'un des constituants de l'idéologie qu'elle n'ait jamais cru totalement et progresse de mépris de soi en autodestruction. La conscience moyennement cultivée s'en tient obstinément au ça me plaît en souriant cyniquement embarrassé sur le fait que la camelote culturelle est spécialement fabriquée pour duper le consommateur. L'art doit être un hobby confortable et facultatif. Les consommateurs acceptent cette tromperie parce qu'ils soupçonnent secrètement que le principe de leur réalisme sain est la duperie de l'indifférence. Dans cette conscience à la fois fausse et anti-artistique se développe le moment de friction de l'art ainsi que son caractère d'apparence dans la société bourgeoise. Mundus vult discipi. C'est ce que signifie son impératif catégorique pour le consommateur de l'art. On recouvre ainsi toute expérience artistique prétendument naïve d'un voile de corruption. Dans cette mesure, elle n'est pas naïve. La conscience prédominante est objectivement amenée à cette attitude d'obstination parce que les individus socialisés doivent s'effacer devant le concept d'émancipation, Mundigkeit, même de l'émancipation esthétique, que postule l'ordre qu'ils revendiquent comme leur et qu'ils maintiennent à tout prix. Le concept critique de société inhérent aux œuvres d'art authentiques, sans qu'elles y soient pour quelque chose, est incompatible avec l'image que la société doit se donner d'elle-même pour continuer d'être telle qu'elle est. La conscience dominante ne peut se libérer de son idéologie sans nuire à sa conservation sociale. C'est ce qui confère leur importance sociale aux controverses apparemment para-esthétiques.